Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo du lundi. Et qui dit lundi, dit lecture les amis. Oui, on continue à parler de mes lectures en cours et mes lectures terminées. Alors aujourd'hui, on va reparler, je dis reparler parce que dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai déjà parlé du Temps des sorcières de Alix Iharo. Je l'avais commencé, lundi dernier j'en étais à la moitié, là je l'ai terminé, donc je vais vous parler un petit peu de ce livre du coup dans sa globalité puisque je l'ai fini. Je vais rapidement vous parler de Cartomancy Spirit que j'ai aussi lu la semaine dernière, donc qui est de Midnight Omen. Mais alors vraiment je vais juste survoler parce que j'en ferai une vidéo complète sur ce livre jeudi dans la vidéo bibliothèque ésotérique, puisque là on est sur du contact défunt avec les cartes. Donc vraiment je vais vous le présenter, je vais vous faire une vidéo dédiée à cet ouvrage, donc voilà, je vais juste survoler rapidement. Et ensuite, donc je vous mets ici les miniatures de la saga que je suis en train de lire. Donc c'est la saga Row Family en 3 tomes. Donc À vif, à jamais et À vif, rédemption. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, donc À vif et À jamais. Et donc là, je vais commencer le tome 3, donc je vous en parlerai lundi prochain. Voilà, mais là, je vais commencer déjà à vous parler des 2 premiers tomes, puisque ceux-là, je les ai lus. Donc je vais pouvoir vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà. Si vous voulez savoir un petit peu plus de choses sur moi, alors je suis Sophie, cartomancienne et psychomancienne dans les Landes. Je vous mets mes liens vers mes réseaux sociaux dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Voilà, et puis comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, vous connaissez, je développe pas plus. Voilà, merci à ceux qui le font, merci à ceux qui nous ont rejoints dernièrement, et je suis contente de voir que ce que je vous propose vous plaît de plus en plus. Donc merci beaucoup les amis de me suivre. Voilà, allez on commence donc avec le Temps des sorcières d'Alix Iharo. Donc là on est sur un format poche à 10,40 €, c'est un livre que l'on m'a prêté, donc je vais pouvoir le rendre à sa propriétaire. Donc c'est aux éditions Livre de Poche, c'est un livre qui fait environ 730 pages. Donc oui, il peut paraître gros. Bon, il est quand même assez costaud, il n'y a pas de... Mais ça se lit quand même vite. Moi, je l'ai lu en quelques jours, donc ça se lit bien. Voilà. Alors là, on est sur de la fantaisie. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous allez voir un petit peu de quoi on parle. Donc, on est sur une veine un petit peu de Charmed. Voilà, si vous voulez un petit peu voir de quoi on parle. Donc, on nous dit, avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont depuis appris à se taire, à dissimuler ce qu'il leur restait de sorcellerie dans des comptines, des formules à dessous et des contes. Donc on est en 1893 dans la ville de New Salem, Les 3 sœurs Eastwood se retrouvent par hasard dans le mouvement des suffragettes. Bella l'aînée est devenue une respectable bibliothécaire. Agnès la plus forte est ouvrière dans une usine sous les ordres d'un contremaître tyrannique. Et Guenièvre, la Benjamine, est recherchée pour le meurtre de son père avec lequel elle a vécu seule pendant 7 ans après le départ de ses sœurs. Malgré les conflits qui les opposent, elles vont se découvrir des dons qui ne demandent qu'à être révélés par la force de leur union, car si pour le moment la magie est faible, l'exhumation de ces savoirs anciens pourrait tout changer. Alors, pourquoi je dis qu'on est un petit peu dans la veine de Charmed? Donc évidemment, je refais un petit peu le topo, puisque ceux qui n'auront pas vu les vidéos de lundi, eh bien, je suis obligée de reparler de ce livre-là. Donc là, on est quand même sur 3 sœurs qui se retrouvent on va dire, à une époque où la sorcellerie est bannie, où normalement les sorcières ont toutes été brûlées depuis plusieurs années. Sauf que ces 3 sœurs-là avaient une grand-mère qui pratiquait la sorcellerie donc en cachette dans leur village natal. Et donc quand elles ont grandi, donc l'aînée Bella qui est devenue bibliothécaire et Agnès qui travaille dans une usine de filage sont parties de la maison et ont laissé Guenièvre, donc qui avait à l'époque 10 ans. On laissé Guenièvre derrière elle et elle a vécu donc 7 ans avec leur père, toute seule. Voilà, et donc elle n'avait plus de nouvelles de leur sœur, enfin de ses sœurs. Donc là, on est 10 ans après, 7 ans après, pardon. Donc là, Guenièvre a 17 ans, donc c'est une ado en pleine crise d'ado, on va dire. Donc elle décide de mettre le feu à sa maison, voilà.
et son père malheureusement décède dans l'incendie et donc elle fuit. Voilà, donc après elle est recherchée pour meurtre puisque son père a brûlé avec la maison. Voilà. Il faut savoir que leur père est absolument pas Charles Ingalls. Voilà, donc c'était un méchant homme qui était pas du tout gentil et donc on comprend au fil de l'histoire pourquoi Guenièvre en est arrivé là. Voilà, puisque Guenièvre n'est pas une mauvaise personne en soi. Et donc quand elle quitte donc le foyer brûlé, donc elle s'en va de sa ville natale et atterrit à New Salem. Et à New Salem, donc elle est attirée par une manifestation de jeunes femmes qu'on appelle les suffragettes qui manifestent pour le droit de vote pour les femmes, puisqu'à l'époque les femmes n'ont pas le droit de voter. Donc elle est attirée par cette manifestation, elle y va. Et lors de cette manifestation, il se passe, on va dire, comment dire, il se passe quelque chose de très bizarre de l'ordre de la sorcellerie. Et lors de cette manifestation, donc de cette manif et de cette manifestation de sorcellerie, finalement, Guenièvre, tombe sur ses deux sœurs, donc Bella et Agnès, qui vivent à New Salem. Voilà, elles se retrouvent là, comme par hasard, au même endroit, au même moment. Puisque du coup, Agnès, elle, qui quitte l'usine, à la base, ne s'intéresse pas du tout aux suffragettes et tout ça, puisque c'est plutôt le type de femme qui essaie d'être le plus invisible possible. Donc elle était pour rentrer chez elle et finalement, elle sent quelque chose qui l'attire vers la manifestation. Donc elle se retrouve sur la place où il y a les suffragettes. Et Bella, pareil, qui est à la bibliothèque, elle sent quelque chose de bizarre, elle est en train de faire une lecture, elle prononce des mots à haute voix, et donc se sent attirée aussi à l'extérieur, et se retrouve sur cette place, où elle retrouve ses deux autres sœurs, par hasard, et où il y a cette manifestation de sorcellerie. Voilà le point de départ de l'histoire. Il faut savoir que Bella et Agnès, qui vivent dans la même ville, ne se fréquentent absolument pas. Elles sont fâchées. Et Guenièvre en veut à ses deux sœurs, puisque pour elles, elles l'ont abandonnée, puisque pendant 7 ans, elles n'ont pas donné de nouvelles, et en fait, elles l'ont laissée avec leur père pas du tout gentil, alors qu'elles auraient pu l'emmener avec elles, et donc Guenièvre était un petit peu en rogne contre ses deux grandes sœurs. Mais l'histoire veut que comme elles se retrouvent sur cette place, finalement, elles sont obligées de se remettre en contact, on va dire. Donc, Guenièvre, qui comme je vous l'ai dit, est une ado rebelle en pleine crise existentielle, elle a envie d'aller rejoindre les suffragettes pour aller haut et fort manifester, pour redonner le pouvoir aux femmes, donc à travers la demande de droit de vote, mais aussi son rêve est de remettre la sorcellerie au goût du jour, et donc à travers le fait de remettre la sorcellerie au goût du jour, c'est redonner le pouvoir aux femmes, puisque nous sommes dans un environnement complètement patriarcal. Voilà, clairement, les hommes ont tous les pouvoirs, les femmes ne sont rien du tout. On est un petit peu dans ce truc-là. Bon, c'est pas incohérent avec l'époque du livre, mais là, c'est vraiment mis en avant. Voilà. Donc, c'est un livre, oui, qui parle de sorcellerie, puisqu'à la base, ce sont 3 sœurs, donc qui vont se découvrir au fur et à mesure du temps, qui vont développer leurs capacités, on va dire, donc un petit peu comme dans Charmed, et donc qui vont devoir être de plus en plus unis, de travailler ensemble, d'être solidaires, pour pouvoir développer les choses et pour pouvoir arriver à atteindre leur but, voilà, qui est de remettre la sorcellerie aux mains de toutes les femmes, voilà, puisque finalement il s'avère que toutes les femmes sont des sorcières, voilà, en gros, voilà. Et donc les femmes, si elles peuvent utiliser leur pouvoir, eh bien elles peuvent de nouveau retrouver leur place et ne plus être soumises aux hommes. En gros, c'est ça. Donc ce roman est quand même sur un fond de féminisme, du fait que les femmes peuvent être égales aux hommes, voire avoir le pouvoir, excusez-moi, et donc on est quand même sur quelque chose d'assez moderne, puisque même si ça se passe là en 1893, on peut quand même remettre des choses à notre époque, puisque bon, nous on a le droit de vote aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'inégalités dans beaucoup de pays encore, et pour plein de choses. Voilà, on va pas se mentir, même si la situation est largement améliorée depuis 1893, il y a encore des choses qui ne sont pas forcément
qui ne sont pas forcément bien encore, qui sont à améliorer. Donc voilà, c'est quand même en fait le combat des femmes pour pouvoir reprendre leur pouvoir et pour pouvoir être respectées à leur juste valeur. Et ça montre aussi du coup le pouvoir de la solidarité et du soutien et de la sororité. Voilà, il y a un côté comme ça dans ce livre. Il est sympa, moi j'ai bien aimé l'histoire. Alors il y a des passages un petit peu longs, donc oui effectivement je pense que si vous aimez quand il y a beaucoup d'activités, quand c'est très actif, qu'il y a beaucoup de rebondissements, bon ben là il y a peut-être des moments où vous allez dire bon c'est quand que ça arrive, parce que oui il y a on va dire il y a quand même de la passivité, mais que je comprends puisque pour moi ben, là ce qu'elles veulent mettre en place ça prend du temps, ça peut pas se faire du jour au lendemain, donc je comprends en fait le fait qu'elle ait mis de la passivité, de la longueur dans les actions, voilà, ça va avec l'histoire pour moi. Mais après, je peux comprendre que pour certaines personnes, des passages du livre peuvent être ennuyeux ou un petit peu longs. Voilà. Mais sinon, moi, j'ai vraiment bien aimé. L'histoire, elle est très intéressante. Elle remet en question quand même des choses, donc elle nous fait aussi nous poser des questions. Le livre est très moderne dans le sens où dedans, elle y inclut quand même une histoire entre deux personnages de même sexe. Donc, je trouve que pour l'époque, on voit les problèmes, mais surtout on voit que finalement l'un des personnages qui va vivre cette histoire-là, alors je vous spoile pas, mais le personnage qui va vivre cette histoire-là va devenir de plus en plus elle-même. Voilà, en fait on va la découvrir et elle va se découvrir aussi et elle va s'assumer de plus en plus. Donc du coup je trouve que c'est chouette parce qu'il y a aussi ce côté de assumer ce que l'on est vraiment, même si ça va à l'encontre de ce que les gens attendent de nous, clairement. Et il y a aussi ce côté de ne pas juger en fait et d'accepter les différences des uns et des autres. Et j'aime beaucoup puisqu'en fait les trois sœurs au final sont assez différentes quand même. Elles ont des points communs évidemment, mais elles sont assez différentes les unes des autres et leur parcours, même s'il se fait ensemble, il se fait aussi de manière séparée. Vous voyez ce que je veux dire, elles évoluent autant ensemble que séparément. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc c'est de la fantaisie. Donc on est sur une réalité alternative, hein, donc c'est-à-dire que là on est vraiment dans une époque, donc là 1893, donc fin des années 1800, donc on va dire qu'au niveau au niveau de l'environnement, les vêtements, tout ça, le climat, on est vraiment sur l'époque qui a existé, hein, qui a été, mais on est sur une réalité alternative dans le sens où vous avez la magie qui se développe de manière fantasy quoi. Voilà, c'est pas. J'aimerais bien que la magie qu'il y a là-dedans, elle fonctionne maintenant dans notre monde. Malheureusement, non. Voilà, elle va pas exister comme elle existe là. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc oui, pour moi, on est donc sur une réalité alternative. Mais c'est quand même on est dans la matière quoi. Voilà, c'est vraiment, on va dire, on est dans du concret. Voilà, c'est comme si ça aurait pu vraiment exister. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire. Enfin, en tout cas, voilà, moi ce livre, je le conseille. Est-ce qu'il est tout public? Oui. Il n'y a pas de smut. Alors vraiment c'est très léger, donc oui vous avez des interactions entre certains personnages, mais c'est vraiment décrit de manière très... c'est très... comment dire, c'est bien écrit quoi. Donc en fait c'est amené, on le comprend, mais c'est pas développé. Voilà. Donc on sait ce qui s'est passé ou on sait ce qui pourrait se passer, mais voilà, c'est... je vais pas trouver mon mot. Bon, c'est pas grave, vous avez compris ce que je veux dire. Donc non, là, il n'y a pas du tout de smut. Donc clairement, une ado de 14-15 ans peut le lire. Le seul truc qui pourrait bloquer, c'est au niveau du style littéraire, puisque bon, il y a quand même... ça s'est soutenu quand même, on va dire. Hein, le style littéraire est un peu plus... comment dire, approfondi que si on lit un livre young adulte, hein, par exemple. Voilà, ou des livres pour ados. Donc oui, c'est un petit peu plus soutenu, c'est un petit peu plus, c'est quand même mieux écrit. Pour moi, là, je le considère comme de la littérature classique. Donc oui, c'est bien écrit. Voilà, vous avez quand même un certain vocabulaire, les phrases qui sont construites quand même d'une certaine manière, qui fait que la lecture peut paraître un petit peu imbuvable quand on préfère des trucs plutôt légers. On va dire ça comme ça. Sinon, la lecture est quand même fluide, l'histoire est très bien construite, c'est très logique. Il y a des choses des fois où on se dit ah oui, dis donc, voilà, on peut être surpris. Donc non, moi j'ai bien aimé. Franchement, je l'ai vraiment apprécié.
Pourtant, bon, j'avais mon amie qui m'a dit que oui, effectivement, il y a des passages un petit peu longués. Elle avait eu du mal à le lire, elle, rapidement. Elle avait mis quand même pas mal de temps. Une autre personne sur YouTube qui l'avait lu aussi avait dit la même chose. Donc bon, je partais avec un a priori et finalement, bah, j'ai été plutôt agréablement surprise parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'aime bien poser la question de est-ce que je pourrais être copine avec les personnages féminins ou masculin, mais en général c'est plutôt les personnages féminins. Alors oui, j'aime beaucoup les trois sœurs. Donc Bella, bah, bibliothèque qui adore la lecture, qui est toujours dans ses livres et tout ça machin. J'adore comment elle évolue dans le livre. Vraiment, elle devient de plus en plus elle s'assume de plus en plus et franchement j'aime beaucoup le personnage. Même si au début, bon, on la trouve un petit peu frileuse, on se dit oh là, toi, ouh. Mais non, au final, franchement, j'aime bien. Agnès, du coup, alors elle, c'est vraiment donc la deuxième, la cadette. Il y a des moments dans le livre où ben, on est un petit peu déçu par son comportement. On se dit ben non, et la solidarité, et la famille, quoi, voilà. Ou on pourrait la trouver égoïste, mais finalement on comprend au fur et à mesure de la lecture pourquoi elle réagit de cette manière-là, et en fin de compte on ne lui en veut pas et on comprend très bien. Donc ça se trouve on aurait peut-être même fait comme elle. Donc on comprend et finalement après ben elle a, enfin voilà, elle change de comportement, elle évolue aussi et elle comprend des choses et voilà, j'aime beaucoup son évolution. Donc Agnès aussi est très très gentille, très sympa. Personnage très agréable. Et Guenièvre, bah écoutez, c'est l'ado, comme je vous l'ai dit, c'est l'ado rebelle quoi, de 17 ans, intrépide, qui n'écoute rien, à qui on a envie de dire mais arrête-toi, franchement réfléchis un peu avant d'agir parce que tu agis trop vite, trop impulsive. Donc adorable, attachante. Pareil, belle évolution dans la lecture, donc ouais, j'aime beaucoup. Elles sont très attachantes et très attendrissantes. Et il y a d'autres personnages aussi que j'ai beaucoup aimés, dont un des personnages masculins qui a un rôle secondaire et qui pour moi aurait mérité d'être un petit peu plus développé dans l'histoire parce que le personnage est intéressant. Il est attachant aussi. D'ailleurs, bah, si ce personnage-là venait toquer à ma porte, est-ce que je l'ouvrirais? Ben ouais. Parce que je trouve qu'il est sympa et il mérite d'être connu. Et c'est dommage qu'il n'ait pas plus été développé. Mais est-ce que ça a été voulu par l'autrice pour vraiment mettre en avant que les protagonistes féminines? Certainement. Je pense. Voilà. Puisque justement, on était dans un monde vraiment de patriarcat. Ben là, que les personnages masculins soient mis en second plan, ça semble plutôt logique dans le fil de l'histoire. Voilà. Mais il aurait mérité d'être un petit peu plus développé. Voilà. Et voilà ce que je peux vous dire sur ce livre. Donc oui, tout public. Moi j'ai bien aimé. Voilà, lecture hyper intéressante. Donc est-ce que je vous le conseille? Ouais. En avis, moi j'ai mis 4 étoiles. Le seul truc qui a fait que j'ai pas mis 5 étoiles, donc c'est par rapport à l'écriture. Alors déjà parce que donc le livre est en 5, il y a 5 parties. La première partie donc est dédiée aux 3 sœurs. Donc au fur et à mesure des chapitres, on découvre une sœur une après l'autre. Mais il y a beaucoup de prénoms, donc je vous spoile pas, mais il y a plusieurs prénoms, des choses comme ça, et franchement, au départ, quand on commence à le lire, on est embrouillé. C'est pas très clair, on a du mal à faire la différence entre une sœur et l'autre, il faut un certain temps pour capter qui est qui, c'est un petit peu compliqué. Après, voilà, c'est bon, après on connaît les personnages et tout, c'est cool, mais c'est vrai que les premiers temps... les premiers chapitres, on est un petit peu perdu, donc il faut vraiment lire de manière attentive, pour pouvoir vraiment piger qui est qui. Mais après, une fois qu'on a passé ça, franchement, c'est fluide, on capte tout, il n'y a pas de problème. Et l'autre chose aussi que j'ai à reprocher, c'est au niveau des dialogues. Je comprends pas, en fait, l'autrice fait une description, et dans son paragraphe de description, ouvre des guillemets, fait parler un des protagonistes, referme les guillemets, et après elle continue le dialogue avec les tirés. Voilà, voilà. Tirer, un parle, tirer, l'autre répond. Mais pourquoi ne pas mettre directement des tirés? Alors au début, quand j'ai commencé à lire, ben, j'étais obligée de relire parce que je ne comprenais pas que la personne avait parlé. Je comprenais des fois pas qui avait parlé, et donc il fallait que je relise pour comprendre le dialogue. Puisqu'en fait, ben, je prenais le dialogue en cours. C'est comme si j'avais raté le début du dialogue et que je prenais une conversation en cours, quoi, que j'avais pas eu le début. Donc je comprenais pas. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un reproche que j'ai à faire au niveau du style littéraire. Où ben, pour moi, t'as un dialogue, quelqu'un parle, 2 points, tiré, parle. Voilà. Pourquoi l'inclure dans de la description, quoi? Voilà, je comprends pas. Voilà.
Donc ça, voilà, si vous le lisez, faites attention à ça, soyez assez attentif parce que dès le début, bah, elle nous met des guillemets, genre, oui, alors il était 3 heures du mat, entre guillemets, alors guillemets, il fait beau aujourd'hui, hop, et puis en fait guillemets, et l'autre qui répond 2 points. Non, en fait, bon, j'ai pas compris. Clairement, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un livre, j'ai pas compris. Voilà, du coup, ça c'est un petit peu déstabilisant, mais sinon, très bon livre, je le conseille. Voilà, on va passer au deuxième parce que 20 minutes pour un premier livre, la vidéo va faire encore 12 000 ans. Donc Cartomancy Spirit de Midnight Omen, je vous mets dans la barre de description son lien vers son Instagram. Voilà, donc moi j'ai découvert sur Insta. J'aime beaucoup ce qu'il fait déjà sur les réseaux et donc j'avais vu il y a quelques temps qu'il avait sorti son livre Cartomancy Spirit, donc comment communiquer avec les esprits en utilisant le tarot, les cartes à jouer ou le petit Lenormand. Et donc je l'avais mis dans ma wishlist Amazon puisqu'il le vend sur Amazon, donc pour moi c'est une auto-édition, donc il est au prix de 15 €. Et ben là je l'ai acheté du coup la semaine dernière et franchement je l'ai lu d'une traite. J'adore cet ouvrage. J'aime beaucoup comment il a proposé, j'aime bien ce qu'il a fait, les recherches qu'il a fait. C'est quelqu'un qui connaît son sujet, donc vraiment à lire et à avoir dans sa bibliothèque ésotérique. Mais je m'arrête là puisque donc jeudi je vous ferai la vidéo dédiée à cet ouvrage et je vous en parlerai en détail sur ce que j'ai aimé, sur ce qui me plaît, comment je vais l'utiliser. Voilà. Et donc ensuite, donc on est sur la saga Dark Romance Row Family en 3 tomes. Donc là, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, À vif et À jamais. Et donc il me reste le 3e tome qui est À vif Rédemption. Donc je les lis en e-book. Donc là, c'est pour public averti de chez Averti. Clairement, ne mettez pas ce livre entre de jeunes mains. Et voilà, que les âmes sensibles ne vraiment n'aillent pas lire ce livre-là. On y parle de sujets quand même assez sensibles. Voilà, donc voilà, public averti de chez averti. Si voilà, les sujets sensibles comme le non-consentement, les choses comme ça, c'est un sujet qui vous met mal à l'aise, ben, ne lisez pas ce livre. Voilà. Si après c'est un sujet qui ne vous dérange pas et que vous êtes peut-être habitué à la dark romance, eh bien dans ce cas-là, allez-y, puisque je peux vous dire déjà d'avance que en ayant lu les 2 tomes, les 2 premiers tomes, je vais lire le 3e tome. Donc oui, j'ai apprécié cette saga. Mais je n'ai pas tout apprécié. Attention, je vais développer. Voilà. Alors, cette saga, elle nous parle de quoi? Donc on est sur 3 tomes, sachant que le tome 1... développe l'histoire entre le personnage de Twitch, donc qui est le personnage qui fait le fil conducteur entre les 3 tomes, on va dire, donc entre Twitch et Alexa Ballantyne. Ensuite, on est sur un tome 2 où là, on est plus sur l'histoire de Julius Carter, donc le meilleur ami de Twitch que l'on a rencontré dans le tome 1, et d'Alejandra Castillo, qui est une nouvelle protagoniste. Pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, parfait, encore un spam, nickel. Et ensuite, du coup, on aura le 3e tome, donc que je n'ai pas encore lu, mais où là, du coup, on retrouve les protagonistes, Alexa et Twitch. Voilà, donc en fait, si vous voulez, le tome 3, c'est la suite et fin du tome 1, et donc certainement du tome 2 aussi, puisque clairement, il y a un fil conducteur entre les 3 tomes. Voilà, donc... oui, il faut lire les 3 tomes de la saga si vous voulez comprendre toute l'histoire. Voilà, c'est pas des tomes qui vont être détachés les uns des autres. Voilà. Donc pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, donc dark romance à fond, donc on est sur une histoire de stalker, donc Twitch est le stalker d'Alexa Ballantyne. Qui est Alexa Ballantyne? C'est une jeune femme de 25 ans qui est originaire des États-Unis et qui est venue vivre avec sa mère adoptive à Sydney, puisque sa mère adoptive était mourante et donc a décidé de quitter les États-Unis pour revenir dans son pays d'origine en Australie, et elle a emmené avec elle Alexa qui avait je crois 18 ans à l'époque. Et donc là l'histoire se passe en 2014, donc à Sydney. Alexa est assistante sociale, elle s'occupe donc de dossiers de jeunes, voilà, qu'elle aide à trouver du travail, à trouver des foyers, à trouver un appartement, tout ça, voilà. Elle adore son métier, c'est vraiment une jeune femme qui a le cœur sur la main, qui a un petit peu le syndrome de l'infirmière, hein, voilà pourquoi ça va bien se passer avec Twitch. Et
Et voilà quoi, donc personnage féminin, très sympathique, voilà, peut-être un petit peu naïve aussi, on ne sait pas, qui découvre la vie, on va dire. Voilà, même si son passé a été un petit peu compliqué quand même, mais ça on le découvre au fur et à mesure de l'histoire, donc je ne vous spoile pas. Mais voilà, au début du livre en tout cas, voilà, c'est une jeune femme de 25 ans, épanouie, qui adore son boulot, qui a ses deux meilleurs amis, Nikki et Dave, avec qui elle fait les 400 coups, avec qui elle s'entend super bien. Donc voilà un petit peu pour vous mettre dans l'histoire. Sauf que, en fait, Alexa, depuis plusieurs mois, s'est rendu compte qu'elle était suivie et espionnée par quelqu'un. Voilà. Le stalker. Le stalker qui s'appelle du coup Twitch. Entre parenthèses, le surnom est nul. Mais ce n'est que mon avis. Mais bon, bref. Donc Twitch, son stalker. Mais elle ne sait pas qui c'est, elle ne le connaît pas, elle le voit toujours de loin, il a toujours une capuche sur la tête, donc elle ne voit jamais son visage, mais elle sait depuis plusieurs mois qu'elle est suivie. Apparemment, elle n'est pas très inquiète. Elle n'est pas allée voir la police, elle n'a pas l'air d'avoir le flip, tout va bien. Voilà. On sait juste en début de livre qu'elle est suivie depuis des mois, et apparemment, ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Ok, pas de souci. Du coup, un jour, après le boulot, elle rentre chez elle. Elle se gare sur le parking en bas de son immeuble. Il fait nuit, les lumières des lampadaires clignotent un peu, ça craint un petit peu, mais bon, elle se dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais rentrer chez moi. Sauf qu'en sortant de sa voiture, elle fait une mauvaise rencontre. Voilà. Un jeune homme pas très sympa et qui veut pas forcément être gentil avec elle. Donc il embarque dans un petit coin sombre, et puis ben, vous doutez bien que ses intentions sont absolument pas de lui demander son numéro de téléphone ou de l'inviter à dîner. Voilà. Donc elle commence à flipper, les choses commencent à déraper largement, et finalement, on vient la sauver. Quelqu'un vient sauver Alexa de cette galère. Et évidemment, qui est le sauveur? Twitch, le stalker. Voilà. Bon, évidemment, ce moment, elle ne sait pas que c'est lui. Ou après, elle le reconnaît, puisqu'évidemment, le mec a sa capuche, elle reconnaît les vêtements, et elle se dit, purée, c'est mon stalker. C'est pas grave, le mec la relève, il l'emmène chez elle, il monte dans son immeuble, il la fait rentrer dans son appart, il fait comme si le mec était chez lui. Il connaît son appart, il sait où est sa chambre, il lui allume la douche, il lui sort des fringues du placard et tout. Tout va bien. Ok, elle se rend compte quand même que c'est un petit peu bizarre. Voilà, le mec a l'air de savoir où sont ses affaires et tout, où est sa douche, où est sa chambre. Mais elle n'est pas si inquiète que ça, puisque bon, il vient de la sauver. Donc c'est plutôt cool. Donc elle est quand même contente qu'il soit là. Et qu'au final, il est là à l'espionner, quoi. Ok. Donc on fait la rencontre de Twitch comme ça, et Alexa, pareil. Finalement, bon, comme elle est un petit peu traumatisée, hein, on va pas dire le contraire, donc la demoiselle demande à ce mec-là qu'elle croit en plus SDF. Clairement, elle pense que le mec, il espionne et tout, mais qui vit dans la rue. Donc en fait, un mec qu'elle pense SDF, elle comprend que le mec l'espionne depuis des mois, il rentre chez elle, tranquille et mille, voilà, ça lui pose pas de problème, et le mec sait où sont les affaires et tout, il n'y a pas de souci. Alors ok, le mec il est tatoué, machin, méga sexy, bien gaulé, tout ce que vous voulez. Bon évidemment, hein, forcément c'est pas le moche du coin qui l'espionne, évidemment. Mais c'est pas grave, ça l'inquiète pas, elle lui demande en fait s'il peut pas rester là la nuit parce que ben elle flippe. Ok. Donc le mec, sympa, ouais d'accord. Donc hop, elle se met dans son lit, lui il se couche à côté d'elle, attention. Prince, il se met pas dans les draps, hein, il se met juste sur le lit. Prince. Mais en attendant, voilà. Ok, donc on se dit, bon d'accord, bon le mec a pas l'air méchant, rien, ok, mais c'est quand même chelou. Mais c'est pas grave. Au final, les nuits suivantes, Twitch en fait vient à l'appart dans la nuit quand Alexa est couchée, et il se couche avec elle tranquille, comme s'il était chez lui. Elle est pas du tout inquiète, au contraire, elle kiffe, y a pas de problème. Elle se dit toujours qu'il est SDF, mais c'est pas grave. Le mec il sent bon, il est propre, voilà, il bataille pas, il essaie pas de la toucher, rien que dalle, donc tout va bien. Ok. Sauf que finalement, au bout d'un moment, Alexa, elle se sent quand même attirée par ce gars-là. Et donc très vite, partie de ping-pong. Oui, très vite. Ils ne se connaissent pas.
Elle sait juste qu'il s'appelle Twitch et lui ne veut pas lui révéler son vrai nom et prénom. C'est pas grave. Elle pense qu'il est SDF. Il la stalk depuis des mois. Mais tout va bien. Voilà, voilà. Ok, vive la dark romance. Donc au final, partie de ping-pong. Partie de ping-pong, Twitch a des règles très particulières. Il ne joue pas comme tout le monde. On apprécie, on n'apprécie pas. Alexa apprécie. Tout va bien. Et donc de fil en aiguille, l'histoire se construit entre les deux personnages. On comprend pourquoi lui la stalk. On comprend qui il est. Voilà. Et donc vous avez toute l'histoire qui se déroule comme ça. Bon, spoil alert, Twitch n'est absolument pas SDF, le mec est même riche. Mais il n'est pas dans les trucs hyper légaux, quoi. Voilà. Mais vous comprendrez si vous lisez l'histoire. Voilà, donc on est un peu quand même sous un fond de criminalité. Le mec est pas clair du tout, quoi. Voilà. Donc après, le gars, en termes de respect de la femme, est quand même sur un macho un peu misogyne, hein, on va pas se mytho. Voilà. Elle, bon ben, oui, elle est sympa, elle est agréable, elle est mignonne. Bon, elle accepte, d'entre guillemets, d'être face à un mec hyper dominant et hyper autoritaire. Ok, bon. On va dire que sous sa forme de soumission, au final, elle a le pouvoir. Mais il n'empêche que, à la base, on est quand même sur un combat dominant-dominé. Voilà, toujours dans le même sens, hein, évidemment. Et donc, dans l'histoire, on rencontre les personnages de Ling, donc, qui est une jeune femme, pareil de 25 ans, donc assez particulière, avec aussi des goûts pour le ping-pong très particuliers. Donc on la découvre dans le tome 1, et donc on va y revenir dans le tome 2. Et on rencontre aussi Julius Carter, qui est le meilleur ami de Twitch. Ils se sont rencontrés plus jeunes, mais tout ça vous le savez dans le livre. Si vous le lisez, vous comprendrez d'où viennent leurs relations. Et donc Julius Carter, on le retrouve en personnage principal dans le tome 2. Voilà. Donc le tome 1, ce que j'en ai pensé. Donc à la question, est-ce que si Alexa voulait être pote avec moi, est-ce que ça serait ma copine? Oui, pas de problème. Alexa, elle est mignonne, elle est attachante. Bon, on a juste envie de lui dire, meuf, red flag, quoi. Je sais pas, ça te dérange pas, il y a quand même des trucs, c'est chaud, quoi. T'as pas l'impression quand même que tu te fous dans une histoire un peu pérave? On a envie quand même de la protéger un petit peu, on se dit, t'es sûr de toi? Parce que vraiment, ça sent pas très bon, quoi. Le gars, il est un peu malaisant, quoi. Non, bon, mais à part ça, la fille, elle est sympa, j'aime bien. Elle évolue aussi quand même à travers l'histoire, donc elle est attachante. J'aime bien le personnage Alexa, elle pourrait être ma pote, il n'y a pas de problème, elle pourrait être ma copine. Twitch, il sonne à ma porte, est-ce que je lui ouvre? Et est-ce que je le laisse entrer? Non. Non, clairement non. Alors le mec, il n'y a pas de problème, hein. Il est beau, canon, riche, tous les critères voilà, du protagoniste masculin de ces livres-là, il n'y a pas de souci. Mais non, le mec est hyper malaisant. Voilà, là j'en suis au tome 2, on le retrouve dans le tome 2, et même si dans le tome 2, à la limite ça va un peu mieux, je le trouve toujours malaisant. Voilà, le personnage me met très mal à l'aise, et il a quand même sacrément besoin d'aide. Voilà, on va dire que j'aime le côté bad boy un peu torturé. Il y a torturé, les gars. Et là, non, vraiment, là, on est sur du high level de torture, quoi. Là, c'est... Donc, non, clairement, non. À la question, est-ce que je le laisse rentrer? Non. Non, pas du tout. Donc, voilà pour le tome 1. Donc, je l'ai bien aimé, il n'y a pas de souci. Ok, désolé, j'ai dû couper. Mon fils est rentré du lycée. Donc voilà, j'ai fait une petite pause. Je reprends. Donc là, on est du coup sur le tome 2. Oui, donc je vous donnerai mon avis après sur le tome 1 et le tome 2. Donc sur le tome 2, donc là, on est 4 ans après. Donc le premier tome, donc, qui se passe lui en 2014. Le deuxième tome, lui, se passe 4 ans après. Donc on est 2018. Donc là, on retrouve le personnage de Julius, donc le meilleur ami de Twitch, que l'on a déjà rencontré dans le tome 1, et Ling, donc qui était une des associées de Twitch dans le tome 1 aussi. Voilà, donc on les retrouve aux États-Unis sur la route, puisqu'ils sont en mission. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent entre guillemets avec les gangs et les criminels, c'est-à-dire que c'est eux qui
qui vont régler les histoires entre deux gangs quand il y a rivalité ou quand il y a un problème. Voilà. Donc quand deux gangs se retrouvent dans une situation où ils sont pas d'accord, eh bien c'est Julius Carter qui y va, qui prend les preuves, qui fait parler tout le monde, et suite à ça, c'est lui qui décide de ce qu'il en est, quoi. Voilà. Il est un peu un juge, voilà, c'est celui qui règle les affaires, quoi. C'est une espèce de médiateur, on va dire, voilà, parce que c'est pas très clair dans l'histoire, mais on va dire que c'est une espèce de médiateur, quoi. Voilà. Donc lui, il part aux États-Unis donc pour une mission, et il arrive chez les Castillo, donc c'est un gang italien, voilà, qui s'est associé quelques années auparavant, donc 6 ans avant je crois, avec le gang des Gambino, en faisant se marier la fille Castillo et le fils Gambino. Oui, mariage forcé. Voilà, on est sur ce truc-là. Sauf que Alejandra, donc qui est la fille de Monsieur Castillo, le père Castillo, voilà, a une sœur, une plus jeune sœur, donc elle a un grand frère et 2 plus jeunes sœurs. Je crois que c'est ça. Et donc sa plus jeune sœur a épousé un autre gars, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, et elle a épousé un autre gars. Et on va lui dire qu'il s'appelle Luc parce que je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et en fait, ce Luc a été tué. Et Miguel, donc le grand frère d'Alejandra, soupçonne Dino Gambino, le mari d'Alejandra. Donc en fait, vu que le père Castillo et le père Gambino, ils veulent rester en affaires et rester alliés, eh bien ils font appel à Julius pour régler le problème et savoir qui a fait disparaître Luc, parce que je ne sais plus comment il s'appelle, le beau-frère d'Alejandra. Voilà. Et donc en fin de compte, arrivé là, Julius donc rencontre Alejandra. Dino et Alejandra ont l'air super amoureux et tout machin, tout ça. Bon, au final, il s'avère que pas du tout. Mais bon, ça, vous allez le découvrir dans le livre. Et en fin de compte, quand il va l'interroger, en fait, Alejandra avoue à Julius que son mari a fait disparaître son beau-frère. Voilà. Donc au final, Julius fait disparaître Dino Gambino. Sauf qu'il s'avère que Alejandra a menti. Et donc Alejandra, parce qu'en fin de compte, elle a témoigné en disant que voilà, le soir de la disparition, il n'était pas rentré, tout ça. Donc lui, le mari, dit oh non, mais c'est pas vrai, c'est une menteuse. Et donc finalement, il va pour aller l'agresser. Et en fin de compte, hop, Ling fait disparaître Dino, quoi. Voilà. Ok, on en est là. Donc Alejandra, sur ce, elle dit qu'elle est pas bien et qu'elle veut aller se mettre dans sa chambre au lit, parce qu'en plus, elle nous dit qu'elle est enceinte. Voilà. Pour se remettre de ses émotions, elle demande à aller se mettre dans sa chambre, et donc au final, elle en profite. Donc pendant qu'il y ait brouhaha et hop, machin, discussion entre tous les autres protagonistes, elle en profite pour se barrer. Voilà. Et donc au final, elle prend la fuite, puisque finalement elle sait très bien qu'elle a menti et que donc ils vont vouloir, ils vont le découvrir à un moment donné que c'est pas lui qui a fait disparaître son beau-frère. Et donc en fin de compte, Julius se retrouve avec Ling dans une espèce de problématique, puisque finalement ils se rendent compte qu'elle a menti, qu'elle a pris la fuite. Donc il s'engage entre guillemets à aller retrouver Alejandra pour la ramener à son père et à son beau-père pour que les histoires puissent être réglées. Sachant qu'entre-temps, Gio, donc le frère cadet de Dino, donc le mari d'Alejandra qui a disparu, qui est mort, il décide aussi de se venger et donc de rechercher Alejandra. Donc en fait, entre Julius et Gilio, c'est le premier qui retrouvera Alejandra. Bon, spoil alerte, c'est Julius et Ling qui retrouvent d'abord Alejandra, au bout de quelques heures, quelques jours. Et donc là, va se dérouler l'histoire, puisque finalement, Julius va vouloir comprendre pourquoi elle a menti, et pourquoi elle a fait abattre son mari, quoi. Puisqu'à la base, ils étaient censés être super amoureux. Et donc là, va se créer une histoire entre Julius et Alejandra. Voilà. Et en parallèle de cette histoire-là, nous avons Twitch qui est de nouveau dans le tome 2
et qui lui, en fait, continue, entre guillemets, son histoire du tome 1. Je vous spoile pas, parce que sinon c'est nul, mais du coup, là, vous avez en fil conducteur Twitch qui continue en parallèle son évolution pour après arriver donc à l'histoire du tome 3, Rédemption. Voilà, que je n'ai pas encore lu. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est de cette saga. Donc, moi, je lui ai mis, pour la saga à vif, un 3 sur 5. Dans le sens où le tome 1, clairement, je l'ai trouvé assez malaisant. Donc, certes, ça nous amène à ne pas juger la vie et l'intimité des autres, entre chacun, je veux dire, accepter le fait que tout le monde a sa manière de jouer au ping-pong et qu'il ne faut pas juger à partir du moment où tout le monde est en accord avec ça, mais il n'empêche que c'est assez malaisant. Le tome 2 est assez violent, voilà, on est encore sur des sujets assez sensibles. Je l'ai trouvé quand même... alors, j'ai préféré le personnage de Julius. Julius, est-ce que lui, s'il toque à ma porte, est-ce que je le fais rentrer? Oui. Même si, bon, parfois il est un peu misogyne, hein, on va pas se mytho. Des fois il parle un peu pas super bien et il manque un peu de respect. Mais on va dire que dans l'ensemble, il est quand même beaucoup plus stable émotionnellement. Il est beaucoup plus simple que Twitch, malgré son passif aussi. Donc oui, Julius, il n'y a pas de problème, je le laisse rentrer. Alejandra, j'aime bien aussi le personnage. C'est vraiment le personnage de la femme forte par excellence, où au final on la prend pour une petite chose fragile et qu'en fin de compte c'est une sacrée nana. Donc ouais, clairement j'aime beaucoup Alejandra, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, parce que quand on voit tout ce qui lui arrive, sacré petit bout de femme. Donc ouais, franchement top, j'aime beaucoup. Ling, ben clairement elle, non, ça pourrait pas être ma pote, et puis de toute façon clairement elle pourrait être la pote de personne, voilà. Donc Ling, personnage très particulier, on sait pas si on doit l'aimer ou pas, on sait pas si elle doit nous faire de la peine ou pas, on n'en sait rien. Évidemment au fur et à mesure des deux premiers tomes, on en sait plus sur son histoire, donc on comprend un petit peu pourquoi elle est comme ça, mais elle est quand même très particulière. Donc personnage assez complexe. Voilà, difficile à cerner, on va dire, on sait pas trop sur quel pied danser avec elle, voilà. Et donc là, il me tarde de lire le tome 3 pour avoir suite et fin de la saga, de l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, un public très averti, voilà, il y a beaucoup de sujets sensibles, le tome 2 est vraiment très sombre. Alors, le tome 1, je l'ai trouvé malaisant, et le tome 2, je l'ai trouvé assez... Enfin, il est violent, quoi. Voilà, donc il faut avoir quand même le cœur accroché parce que ouais, c'est pas foulichon. Voilà, même si l'histoire entre Julius et Alejandra est très mignonne. Alors en termes de smut, alors si on parle de smut consenti, de partie ping-pong où on avait vraiment envie de jouer ensemble, ouais, alors il y en a un. Au final, il n'y en a pas tant que ça, il y a juste un et mignon, quoi. Voilà. C'est, on va dire, classique, donc mignon. Le reste, voilà, est assez compliqué à gérer et voilà, émotionnellement, c'est pas top, quoi. Donc si vous n'êtes pas, féru de ce sujet-là, je vous invite à pas le lire. Voilà. Mais sinon, après, j'aime bien l'histoire, j'aime bien le fait d'avoir ces personnages qui évoluent là. Et j'aime bien le fait d'avoir fait le tome 1 avec les deux premiers protagonistes, le tome 2 avec d'autres protagonistes, et donc là d'avoir le tome 3 où je pense tout le monde va être rassemblé. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il y ait le fil conducteur. En fait, je pensais au début que j'allais avoir un tome 1 avec les deux premiers protagonistes, le tome 2 avec les deux autres, et vraiment un tome 3 en retrouvant les deux premiers. Et non, pas du tout, en fait, comme Twitch, il est vraiment dans les deux tomes, et donc forcément dans le troisième, ça fait vraiment fil conducteur, donc j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé cette saga, voilà. Et donc je vous en parlerai plus donc, pour le troisième tome la semaine prochaine. Voilà les amis. Bon allez, sur ce, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé, ce que vous en avez pensé, si vous seriez tenté de les lire ou pas. Et puis voilà quoi, tout ça. Allez, sur ce, écoutez, je vous laisse là et je vous fais des bisous et je vous dis à demain, du coup, mardi, pour une présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque. Je ne sais pas encore lequel je vais vous présenter, mais du coup, j'ai encore un nouveau jeu à vous présenter. Ah si, je pense que ça va être le nouveau que j'ai eu là. Normalement, je pense que je vais vous présenter celui-là, l'oracle Garance. Voilà les amis. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt.